parité monétaire, ou de corriger plutôt par un ajustement de parité monétaire cet élément. Donc, la situation est quand même catastrophique parce que perte de compétitivité de l'industrie française, et je vous rappelle que l'industrie a quand même l'avantage d'assurer des emplois qualifiés. Bon, quand on compare, je ne sais pas un jugement de valeur, mais quand on compare avec d'autres activités de services notamment. Donc vous voyez que là, la France, avec l'adoption de l'euro, effectivement, a entraîné la disparition, et on l'évalue, on va dire pratiquement autour d'1 million, a entraîné la disparition d'1 million d'emplois qualifiés. Emplois qualifiés qui, en plus, l'industrie, ça c'est effectivement démontré, il suffit de voir les chiffres, est une source d'exportation. Il faut savoir que les exportations pratiquement dans tous les pays proviennent à 80%, dans tous les pays du monde, proviennent à 80% de l'industrie. Bon. Donc, quand vous touchez au tissu industriel, vous touchez effectivement aux exportations, bon, et toute la mécanique catastrophique se met en place. Alors il faut voir que, je vous ai dit, pendant ce temps, l'Allemagne, c'est pour ça qu'elle, bien sûr, elle trouve l'euro très bien, et je ne comprends pas maintenant, je serais allemand, j'aurais peut-être la même position, mais je ne suis pas allemand, je suis français. L'Allemagne, mise en place d'une politique de modération salariale, en plus, adoption de ce qu'on appelle la TVA sociale, si vous voulez, donc élévation du taux de TVA qui a permis effectivement de transférer une élévation assez forte, on est passé je crois de 16 à 19% de taux de TVA en Allemagne, donc qui a permis de faire participer le consommateur à la protection sociale, et donc très concrètement de transférer des charges des entreprises sur effectivement le consommateur. Autre illustration du coût de l'euro, là je sors du sort de l'industrie française, c'est l'incidence sur les finances publiques. Bon, donc là, sur les finances du budget de l'État français, on peut prendre un seul exemple, qui est l'histoire, et c'est pas fini d'ailleurs, parce que ça recommence, mais comme il y a les élections anglaises, il y a aussi les élections demain en Autriche, tout ça, la question de la Grèce, pour le moment, ils essayent au maximum de tempérer pour que le dossier ressorte plutôt, je pense, au mois de juillet. Mais prenons l'exemple de la Grèce. Il faut savoir que, et je vous dis, c'est pas fini, mais il faut savoir qu'on est pratiquement, je crois, sur plus de 400 milliards qui ont été mobilisés, sachant que la part de la France, là, d'une manière mécanique, si vous voulez, en gros, c'est de l'ordre de 20%. Bon. Et je vais vous citer ce que dit Patrick Artus. Patrick Artus, c'est quelqu'un d'intéressant, c'est le chef économiste d'une des grandes banques françaises, la banque Natixis. Quand on l'interrogeait, à quoi va servir cette nouvelle tranche d'aide à la Grèce? Réponse de Patrick Artus, en 2012, l'argent versé permettra surtout de faire croire que la Grèce honore ses dettes. Car lorsqu'un emprunt grec arrive à échéance, que fait l'Europe? Elle emprunte à son tour sur les marchés et prête cet argent à la Grèce pour se rembourser elle-même. Bon. Ce qui est aussi incroyable quand même dans le cas français, c'est que tout ceci s'est fait sans débat. Il faut bien reconnaître que dans d'autres pays, et notamment en Allemagne, ils sont directement concernés, mais bien plus que nous, au Parlement, il y a eu des discussions. En France, franchement, chaque fois, les plans d'aide à la Grèce ont été votés, alors que ça a des conséquences directes pour le contribuable français, ont été votés, ils sont passés comme une lettre à la poste. Toute la classe politique représentée étant bien évidemment unanime. Dernier trait, si vous voulez, que je voudrais retenir sur ce coût de l'euro, donc, mais lié à la surévaluation de l'euro, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'euro, je vous l'ai dit, est une situation économique qui présente des perspectives pas très attrayantes. Et vous voyez, j'ai un article sous les yeux, là, qui essaye un petit peu de synthétiser
les orientations stratégiques des grandes entreprises françaises, mais pas uniquement françaises, d'ailleurs européennes. Les grandes entreprises sont tentées de délaisser l'Europe qui les pénalise. La faiblesse de l'activité sur le vieux continent a plombé les ventes de nombreux groupes internationaux qui n'excluent plus des arbitrages en faveur d'autres régions. Bon, ce qui est effectivement normal, ils sont là, je dirais, pour effectivement développer leur entreprise. À partir du moment où la zone euro offre des perspectives de croissance très modérées, il est normal qu'aujourd'hui, il réalloue, d'une manière conséquente d'ailleurs, les chiffres le montrent, les investissements sur les zones qui offrent des perspectives de croissance meilleures. Voilà, donc là j'en ai terminé avec, au niveau du coût, ce premier point sur cette première période que j'ai qualifiée d'euro surévalué. Et j'en viens à la seconde période, qui est donc cette période de taux d'intérêt négatif. Taux d'intérêt négatif qui est la conséquence directe des manipulations de la Banque Centrale Européenne, de son président Mario Draghi. Donc, je vous ai dit, euro surévalué parce que la balance commerciale allemande est excédentaire, donc ça pousse. Comme on ne peut rien changer, tant qu'on n'aura pas modifié les conditions de différence de coûts, eh bien la technique qu'ils ont trouvée, c'est de dire on va jouer sur les taux d'intérêt, donc baisser au maximum le taux d'intérêt de l'euro par rapport au taux d'intérêt associé à d'autres devises. Bon, donc, vous voyez, quand on dit on déplace d'une certaine façon ce qu'on a appelé la guerre des monnaies, on la déplace sur la guerre des taux d'intérêt, mais c'est exactement la même chose. Mais on va voir que ce n'est pas sans conséquence, et malheureusement, c'est qu'on n'en est qu'au début. Alors, la première des choses qu'il faut dire sur la mise en place de ces taux d'intérêt, c'est que c'est quelque chose d'assez unique dans l'histoire économique, parce qu'en économie, on apprend que l'intérêt, c'est le prix du temps, en raison de l'incertitude qui caractérise l'univers économique. Et le fait de disposer d'une certaine somme d'argent aujourd'hui n'est pas équivalent au fait d'en disposer effectivement plus tard. C'est l'histoire, dit trivialement, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Bon. Sauf pour Mario Draghi, lui, le futur est plus certain que le présent, parce que c'est ce que signifie effectivement des taux d'intérêt négatifs. Mais je vais vous montrer que ces taux d'intérêt négatifs, ils ont des conséquences importantes, et je vais vous dire, on n'en est qu'au début. Je vais vous prendre 3-4 exemples. Le premier, c'est qu'avec les taux d'intérêt négatifs, c'est une remise en cause du modèle économique de ce qu'on va appeler la gestion de l'épargne, et plus précisément en France, puisque en matière de gestion de l'épargne, il y a un outil qui est très utilisé, un instrument qui est très utilisé, qui est l'assurance vie. Je vous lis l'édito d'un gestionnaire d'assurance vie, donc c'est tout récent. Dans l'histoire de la finance française, jamais les taux auxquels empruntent les États européens, placements les plus sûrs, n'ont été durablement aussi bas. S'il s'agissait d'un phénomène ponctuel, nous saurions y faire face. Ce que dit le gestionnaire. Mais la situation de taux bas pourrait perdurer. Toutefois, en toute responsabilité, il parle du conseil d'administration de l'organisme en question, le conseil d'administration a bien compris qu'un monde durable de taux d'intérêt très faible pourrait amener à des mesures de baisse des rentes. Voilà. Bon. Ça, on commence, j'allais dire, tout juste, vraiment, mais vraiment tout juste à en parler. Il faut savoir que le système ne pourra pas durer, si vous voulez. Les taux d'intérêt, enfin les taux de rendement plutôt, qui ont été, qu'on a connus dans le passé au niveau des assurances vie, aux alentours de 3-4 points, bon, aujourd'hui c'est plutôt 2 à 3, tout ça est appelé rapidement à disparaître, effectivement, parce que font les assurances vie? Elles collectent de l'argent et elles souscrivent des emprunts d'État, et notamment des emprunts d'État français. Bon, aujourd'hui, il suffit de regarder le taux
auquel l'État français emprunte, même sur des périodes longues, pour voir qu'on n'est pas sur un niveau de 2 ou 3% d'intérêt. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on est rentré aujourd'hui dans une période d'euthanasie des rentiers. Je crois que l'expression est tout à fait exacte. Et il faut savoir que le Code des assurances prévoit qu'effectivement, une assurance ne pourra pas être mise en faillite. Et pour une raison toute simple, parce que c'est quand même très particulier. Le Code des assurances, si vous voulez, prévoit qu'une assurance, effectivement, à ce moment-là, a la possibilité de suspendre ou de geler ses engagements. Bon. Donc c'est un risque qui se profile. Et regardez aujourd'hui, et dis bien, on commence tout juste à en parler, parce que c'est vrai qu'encore ce matin, dans un journal financier, la question était évoquée. Vous avez les assurances vie françaises, mais pas uniquement, le problème il se pose tout aussi en Allemagne, qui cherchent effectivement à dissuader les épargnants de placer leurs fonds en euros et les poussent à les placer sur ce qu'on appelle des unités de compte, donc qui sont des placements, si vous voulez, auxquels est associé un niveau de risque. Bon, donc très concrètement, si vous voulez, on cherche à faire supporter un risque à des épargnants qui ne le souhaitent pas. Ce que je dis de la remise en cause du modèle économique de l'assurance vie est bien évidemment totalement transposable, si vous voulez, au modèle économique des banques. Il faut savoir que les banques, mais tout ça se fait, j'allais dire, dans une discrétion la plus totale, l'information ne sort pas des banques. Les banques sont aujourd'hui en train, toutes les grandes banques françaises sont en train d'étudier des plans d'adaptation de leurs coûts, donc très concrètement ça veut dire des plans de réduction d'effectifs, pour pouvoir faire face, si vous voulez, à la situation dans laquelle il se trouve, qui est une situation très voisine de celle des gestionnaires d'assurance vie. Il est évident que c'est une situation qui économiquement n'est bien évidemment pas tenable. De même, si vous voulez, ces taux d'intérêt négatifs assurent un transfert de revenus des prêteurs vers les emprunteurs. Il suffit de prendre la situation de l'État français. C'est vrai qu'aujourd'hui l'État français est très satisfait de ce système de taux d'intérêt négatifs, parce que si on devait avoir des taux d'intérêt, on va dire, normaux, qui au lieu d'être de 0 négatif ou même de 0% ou de 0,5%, étaient de 3 ou 4 points, vous auriez une charge de la dette qui viendrait très sensiblement augmenter le déficit de l'État. Bon. Donc, vous voyez, transfert de revenus des prêteurs vers les emprunteurs, notamment l'État, mais aussi amplification des écarts de patrimoine. Les taux d'intérêt négatifs, si vous voulez, s'accompagnent, je ne veux pas trop là rentrer dans la technique, mais s'accompagnent de création de liquidités au niveau par la Banque Centrale Européenne. Donc on le dit souvent, aujourd'hui il y a un excès de liquidité sur l'ensemble des marchés financiers. Et cet excès de liquidité, on sait qu'un excès de liquidité, c'est effectivement une source d'instabilité pour la valeur des actifs, création de bulles. Bon, on le voit, on dit est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une création d'une bulle immobilière, mais même il y a aujourd'hui des grandes interrogations à avoir sur la valeur réelle des cours des actions. Quand on sait que les marchés sont quand même alimentés par cet excès de liquidité. Donc qu'est-ce qu'on observe? C'est que bien ceux qui ont des patrimoines, si vous voulez, élevés, qui effectivement investissent dans des actifs sophistiqués, sont à même de profiter justement de ces instabilités, si vous voulez, de prix, alors que les ménages plus modestes, qui ont des actifs, on va dire, moins sophistiqués, des livres d'épargne, des choses comme ça, eux ont comme seule solution des taux d'intérêt bas. Dernière traduction négative, néfaste de ces taux d'intérêt négatifs, c'est que
ça fausse complètement le calcul économique. À partir du moment où vous avez des coûts de financement bas, où les investisseurs ont à leur disposition des coûts de financement bas, ils sont bien évidemment amenés à prendre plus facilement des risques inconsidérés. Bon, ça c'est démontré. Donc on a un risque important de réalisation dans les années qui viennent d'investissements inefficaces. Ça c'est bien évident. Alors, j'en viens, dernier point. Donc on a parlé du coût. J'en viens au dernier point, qu'attendre d'une sortie de l'euro. Alors, première chose, je voudrais dire que la sortie de l'euro, si en France ça paraît une perspective impensable, chez des économistes sérieux, et je vais là encore m'appuyer sur des prix Nobel, notamment américains d'ailleurs, je cite Paul Krugman, qui a été Nobel en 2008, et je m'appuie sur une de ses déclarations de 2011. Voilà ce qu'il dit. La triste vérité est que le système de l'euro semble de plus en plus voué à l'échec. Une vérité encore plus triste est que l'Europe se porterait sans doute mieux s'il s'écroulait plutôt aujourd'hui que demain. C'était en 2011. En 2012, un autre prix Nobel, Joseph Stiglitz, qui a été prix Nobel en 2001. La fin de l'euro ne serait pas la fin du monde. Et je rappellerai une déclaration de Milton Friedman qui est décédé depuis, mais une de ses déclarations de 1996. La monnaie unique fait perdre à chaque pays sa liberté d'appréciation concernant la politique économique qui est la plus appropriée à sa situation. C'est un sacrifice considérable auquel je ne crois pas les Européens prêts. Si, ils l'ont été. Alors, quels sont, deuxième point que je voudrais mettre en avant, donc, après vous avoir dit qu'on n'est quand même pas seul et qu'il y a effectivement quand même de grands esprits qui pensent que l'euro est effectivement un monstre et qu'il faut rapidement s'en séparer, c'est de toute façon, si on s'en tient à la situation de la France, c'est la nécessité que nous avons de rétablir rapidement la compétitivité de l'industrie française. Or, je dirais que sans sortie de l'euro, quelle est la solution, ou quelles sont les solutions qui se présentent pour établir la compétitivité de l'industrie française, dont je vous ai dit aujourd'hui, elle se caractérise par un coût salarial qui est égal, peut-être maintenant, depuis 2-3 ans, mais ou légèrement supérieur au coût salarial allemand.